Bienvenue à tous et bon réveil, il est 8h01. Votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Bonjour David Decamp. Bonjour Nikos, bonjour à tous. À la une de l'actualité ce matin. Contre toute attente, la justice a ordonné hier soir la reprise des traitements pour Vincent Lambert. La procédure de fin de vie est interrompue, la famille se déchire. Vous comprendrez tout des derniers événements dès le début de ce journal. Faut-il qu'il fasse tout lui-même ? Emmanuel Macron mène la charge à 6 jours des élections européennes. Interview dans la presse régionale, une offensive contre l'extrême droite et des propositions pour l'Europe. Et enfin football, nous reviendrons sur le cas Mbappé. Le Paris Saint-Germain affirme qu'il restera à Paris la saison prochaine. On verra bien parce que selon les informations d'Europe 1, les clubs européens sont prêts à payer très très cher. 8h12, 3 mois après le début de la contestation en Algérie, la situation s'est enlisée avec Vincent Herouet à l'analyse ce matin. 8h15, va-t-il créer la surprise dimanche prochain ? Audrey Crespo-Mara reçoit François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains aux élections européennes. Europe 1. La justice nous a entendus. Quelle merveille, quelle victoire. Vincent n'était pas en fin de vie. Il avait besoin à boire, à manger et de l'amour, c'est tout. Je suis totalement abasourdi, j'en reviens pas. C'est du sadisme pur, moi je comprends pas qu'on puisse être aussi barbare avec son fils sans jamais se poser la moindre question. Vous venez d'entendre successivement la mère de Vincent Lambert, puis son neveu qui était l'invité d'Europe 1 il y a quelques instants. Cela fait 10 ans que cette famille se déchire et cela continue suite à la décision de justice tombée hier un peu avant 23h. Les magistrats ont ordonné la reprise des traitements. Cela signifie l'interruption de la procédure de fin de vie. Bonjour Ève Roger. Bonjour. Première question Ève, comment les juges ont-ils justifié cette position ? Eh bien, sur la base d'un texte d'un comité de l'ONU qui dit qu'on ne peut pas enlever la vie d'une personne handicapée sans son consentement et si quelqu'un s'y oppose, un texte international ratifié par la France qui pourtant estimait qu'elle n'était pas tenue légalement par ce comité. La justice hier soir a dit l'inverse et donc ordonné à l'État français de prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir Vincent Lambert en vie, le temps pour ce comité de l'ONU d'étudier le dossier sur le fond. Alors combien de temps cela va-t-il durer ? Minimum 6 mois d'instruction à l'ONU selon les avocats des parents de Vincent Lambert qui ne rendra qu'un avis, et c'est là le paradoxe, consultatif, sans compter les nombreux recours encore possibles dans les deux camps, plusieurs mois donc, voire plusieurs années. Et enfin, Ève, est-ce que l'on sait si les soins ont immédiatement repris hier soir après la décision de la justice ? Oui, selon nos informations, l'hydratation et l'alimentation de Vincent Lambert ont repris dans le courant de la nuit. La sédation profonde et continue aussi a été stoppée. Et quand on arrête la procédure, ces médicaments sont éliminés très vite, m'a expliqué un spécialiste des soins palliatifs. Cette suspension de quelques heures n'aura donc pas de conséquences sur l'état de santé de Vincent Lambert. La chef du service Société d'Europe 1, Ève Roger, merci à vous Ève. Et les avocats des parents de Vincent Lambert se rendront tout de même ce matin au CHU de Reims pour vérifier que la reprise des traitements est bien effective. Il a choisi la presse régionale pour faire campagne à quelques jours du scrutin. Oui, une interview dans laquelle Emmanuel Macron accuse l'extrême droite de connivence avec des intérêts étrangers qui veulent le démantèlement de l'Europe. Bonjour Jean-Rémy Baudot. Bonjour David, bonjour à tous. Vous êtes journaliste au service politique d'Europe 1. Le chef de l'État assume de s'impliquer pleinement à 6 jours des élections européennes parce que Jean-Rémy, pour lui, c'est carrément une dislocation de l'Europe qui pourrait advenir ? Oui David, les mots sont forts. Le président s'en prend très frontalement aux populismes européens et au Rassemblement national en particulier, dont le projet selon lui n'a fait, je cite, qu'affaiblir la France et diviser l'Europe. Emmanuel Macron, qui fustige ceux qui ne veulent que détruire, dénonce effectivement la connivence entre les nationalistes et des intérêts étrangers. Le message est plutôt clair. C'est un président en campagne que vous retrouvez dans vos kiosques et comme s'il était tête de liste, en fait, il distille des propositions comme cette idée de convention fondatrice européenne après les élections, un projet qui pourrait permettre aux dirigeants de l'UE, aux élus comme aux citoyens de redéfinir la stratégie européenne pour 5 ans. Emmanuel Macron réitère aussi des propositions plus concrètes sur Schengen. Il veut modifier l'espace de libre circulation en Europe, quitte à le rétrécir. Sur l'immigration, il veut une harmonisation des droits d'asile. Enfin, il met l'accent sur l'écologie. Il dit vouloir aller plus fort, plus vite, notamment sur la question de la taxation du kérosène. Emmanuel Macron au pied du mur, mais qui martèle « Je n'ai pas l'esprit de défaite ». Rappelons que la liste Renaissance reste en 2e position dans les sondages. Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. Merci à vous Jean-Rémy. À noter enfin que le journal La Voix du Nord a refusé de participer à cette interview parce qu'elle a été relue par les services de l'Élysée avant publication. Toujours sur le sujet des européennes, vous avez peut-être constaté une situation ubuesque devant vos mairies. Et oui, vous passez devant cette interminable série de panneaux électoraux, 34 en tout pour 34 listes. Beaucoup. Sauf que cela ne vous a pas échappé sur bon nombre d'entre eux. Pas d'affiches. Il reste tout gris. Reportage, Victor Delande. Dans le 15e arrondissement de Paris, 19 affiches électorales sur les 34 en lice. C'est encore moins quand on s'éloigne de la capitale. À 15 km, la commune du Chênay-Rocancourt, 34 000 habitants et à peine 14 affiches.
Anne et Georges sont désespérés devant les panneaux. Tant de panneaux à la fois et tant de panneaux vides, oui, c'est dommage, c'est triste. On a l'impression qu'il y a un petit laisser-aller, voilà. Philippe Briot, maire du Chénet-Rocancourt, a tout fait pour installer les 34 panneaux dans chacun des bureaux de vote de sa commune. D'en voir autant vide, forcément, ça l'énerve. Où sont les militants d'autrefois ? Alors si aujourd'hui on n'a pas d'affiche, au moins qu'ils puissent l'imprimer en A3, enfin je sais pas, qu'on se bouge. On a l'impression qu'on a une démocratie qui se voit plus. Donc les gens s'intéressent pas, mais il faut peut-être les aider aussi à s'intéresser. Un peu plus loin, à Davron, petit village de 300 habitants dans les Yvelines, un peu moins de 10 affiches sur les panneaux. Luc a déjà peur des conséquences. L'information, on l'a pas. Il faut la trouver ailleurs que là. Ça pousse certainement pas à voter parce qu'on comprend pas ce qu'on fait. S'il y a aussi peu d'affiches, c'est surtout une question de moyens. Plusieurs partis n'ont pas le budget pour les imprimer. Et certains d'entre eux ne sont même pas sûrs de pouvoir envoyer leurs bulletins à tous les bureaux de vote. Victor Dolande pour Europe 1. La chute de l'extrême droite autrichienne. Après la démission du vice-chancelier du FPO, l'ensemble des ministres de ce parti a été contraint de quitter le gouvernement hier. La coalition du chancelier conservateur Sebastian Kurz avec l'extrême droite a donc vécu. Des élections anticipées seront organisées en septembre. Tout cela est la conséquence d'une vidéo dans laquelle l'ancien numéro 2 du gouvernement envisageait l'octroi de contrats publics en échange de soutien financier russe, ce que l'on appelle couramment de la corruption. La suite du journal avec David Doucan et ce bras de fer entre Donald Trump et la Chine. Oui, le président américain a trouvé son moyen de pression. Il essaye d'étouffer le constructeur de téléphones chinois, Huawei. Bonjour Emmanuel Duteil. Bonjour David. Vous êtes le chef du service France d'Europe 1. Les États-Unis interdisent à leurs entreprises comme Google, par exemple, de commercer avec le géant chinois. Ce dernier vient de répondre. Que se passe-t-il exactement ? Expliquez-nous, Emmanuel. Eh bien, Huawei est devenu un des symboles de cette guerre commerciale. C'est aujourd'hui le deuxième plus gros vendeur de téléphones au monde, devant Apple. C'est aussi le leader de la 5G. Il a une vraie avance sur ses concurrents, sur cette technologie qui commence à se développer. Mais voilà, Huawei est soupçonné un peu partout dans le monde d'être d'une sorte de grandes oreilles de la Chine. Bref, d'écouter tout ce qui se passe partout où il s'installe. Et c'est pour cela que Donald Trump a décidé, il y a quelques jours, de bloquer son développement sur le sol américain et d'interdire aux groupes américains de le fournir. Vous avez parlé de Google, mais il y a aussi les fabricants de puces pour la téléphonie qui sont concernés. Bref, la volonté, c'est vraiment d'asphyxier Huawei. Mais côté chinois, on ne compte pas se laisser faire. Cette nuit, le patron de Huawei, qui est par ailleurs un homme très secret, très discret, est monté au créneau à la télévision chinoise. Et le message est très clair, les Américains nous sous-estiment, a-t-il dit. Le chef du service France d'Europe 1, Emmanuel Duteil. Merci à vous Emmanuel, on a tout compris. Sport, football, il a bouleversé la petite planète football avec sa phrase encore plus petite. Kylian Mbappé va-t-il, juste, comme il l'a laissé entendre, quitter le Paris Saint-Germain l'année prochaine ? Le club affirme que non, mais attention, ne présageons de rien, parce que selon les informations d'Europe 1, le jeune prodige pourrait bien établir un nouveau record sur le marché des transferts. Julien Froment. C'est bien simple, Kylian Mbappé est le joueur à la valeur marchande la plus élevée au monde. Christophe Lepetit est économiste du sport au centre de Limoges. On a des estimations qui sont de l'ordre de 200 à 250 millions d'euros. Très certainement que l'indemnité de transfert serait record et assez peut-être nettement supérieure au transfert de Neymar, c'est-à-dire supérieur à 220 millions d'euros. Un transfert de la star française réglerait de manière radicale tous les problèmes du Paris Saint-Germain avec le fair play financier. Seulement voilà, Paris n'est pas vendeur. Kylian Mbappé est avec Neymar une des deux pépites du club de la capitale. Impossible donc de s'en séparer et surtout de trouver un équivalent sur le marché des transferts. Et puis la seule équipe capable de le recruter, le Real Madrid, n'ira pas au clash. Le président madrilène Florentino Pérez est un mania du BTP. Il fait affaire avec le Qatar, propriétaire du Paris Saint-Germain. Quand bien même l'entraîneur du Real, Zinedine Zidane, insisterait, le club espagnol devra attendre le feu vert de Doha pour s'attaquer au dossier Mbappé. Julien Froment du service des sports d'Europe 1. Et enfin, le pilote de Formule 1, Niki Lauda, est décédé hier. Il avait 70 ans. Niki Lauda était une légende de la course automobile, connu entre autres pour son accident en 1976 au volant de sa Ferrari. Il était resté dans le cockpit en flammes avant d'en être extrait par 3 concurrents.